pas d'inspection, pas de recherche de licence, pas de restriction. On ne peut jamais empêcher un Américain militaire. Pas de droits de douane, pas de taxes, ni même le paiement de n'importe quel frais recommandé en République démocratique du Congo. Les militaires américains, individus ou bien personnels dans un groupe, ne paieront rien. Ce sont les anges, les fils de Dieu. Le Congo, c'est leur territoire, selon la volonté de l'Éternel. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo coopéreront pour prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel. Eux, ce sont les militaires. Le personnel américain, c'est les forces armées américaines qui entrent chez vous. Mais ils vous demandent, vous les militaires encore, vous devez les aider parce qu'ils ne savent pas les coins et recoins de votre pays. Ils sont malins, ils peuvent tomber dans des embuscades. Ils sont mieux armés que les militaires congolais. Ils vous exigent, vous les mal armés, de faire leur protection. Eux, le mieux armés. Je relis pour comprendre que Rambo et Commando demandent au papa du camp Vangu d'assurer la sécurité de Rambo et de Commando. Un papa qui n'a pas tiré son arme. Ça fait beaucoup de siècles qu'il ne connaît pas les entraînements militaires. Par manque de munitions, manque donc de sérieux dans les forces armées congolaises, son arme est accrochée là-bas. On ne lave pas même cette arme. Les termites ont déjà commencé à ronger le bois de l'arme. De la Kalachnikov du pauvre militaire de camp Vangu, camp Est. S'il laisse son arme là-bas par terre, quand ils accueillent leur chef, hein, imaginez un chef des forces armées congolaises qui va au camp Vangu, camp Est. Quand on va l'accueillir, qu'est-ce qu'on dit? Portez armes! Hey! Gardez-vous! Oh! Parfois, ils comptent les armes par terre. Hey! Ça se casse. Parce que les termites ont déjà rongé le bois de votre arme. Makalosha kunyamle mumbao ya bunduki yako, inakuriaka pole pole, ile arma mutilizaki. Ni modèle zamani. Mukonzi, nabuki arme nangai, total. Moyen te, ya kozwa msusu. Ogobanda kutiliza. Zwa sparadra, zwa papier cola. Oh, tiango. Ok, nakoti. Nakosala yango. C'est ça les forces armées congolaises. Les Américains mieux armés, avec technologie de pointe, je continue, exigent que leur sécurité à eux soit aussi, donc, pourvue par les forces armées congolaises. Et je continue pour le problème de sécurité. Écoutez ce qu'ils ont dit. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et de la République démocratique du Congo, ces deux gouvernements là-bas, coopéreront pour prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel américain. Eux-mêmes ont dit, si vous entendez le mot personnel américain, c'est pour vous flouer. C'est-à-dire militaire américain. Tout ce qu'on appelle personnel américain, c'est militaire américain. Ce sont des termes diplomatiques. Quand on dit militaire, vous allez dire, les militaires vont où? Faire quoi? Occuper le Congo? Non. Non, c'est le personnel américain. Et messieurs, ils sont au nombre de 60. C'est le personnel américain avec lequel nous sommes venus en République démocratique du Congo. C'est pour signer des contrats. On a pas civil à ce qu'elle a parlé. Puis on a extra plat. Bunduki Kusalat, c'est comme mon fouco. Thank you. Il passe là-bas. Les imbéciles congolais ne contrôlent rien. À l'aéroport, port, partout, ils entrent. Vous-même, vous avez accepté. Et on vous exige d'assurer leur sécurité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ce personnel, donc les militaires américains, de leurs biens, leur équipement, leurs dossiers et informations officielles des États-Unis en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, on vous donne double travail. En plus d'eux-mêmes qui sont mieux armés, qui sont les Rambo du monde, qui peuvent assurer leur sécurité et même plus que vous. On vous demande à vous les pauvres aussi, que les Américains ont appauvri, que le système d'Amérique, en Afrique centrale,
a affaibli. C'est l'Amérique qui ne veut pas que l'armée du Congo soit performante. Ils entrent chez vous encore, ils vous disent, vous-même les Oba, assurez notre sécurité si nous nous promenons au Congo. Gardez nos bâtiments. Partout où on va nous loger, gardez-nous. Tout ce que nous allons prendre, ne contrôlez pas. Tout ce que nous allons faire comme business, nous n'allons pas payer de taxes. Ça va, Kabongo? Kasongo? Yes. Tambwe Mamba, l'imbécile national, a signé. On continue. L'ambassade des États-Unis propose que les navires, donc les bateaux, au cas où ils sont sur les bateaux, sur le lac Kivu, Tanganyika, sur le fleuve Congo, même la nuit, ils font des histoires. Ils ont des bateaux, ces gens-là, pliables. Hein? Quand vous êtes endormi en train de rêver à 2h, 3h du matin, les Américains peuvent quitter à Kinshasa là-bas. Ils ont des bateaux là-bas en forme de petits véhicules. Ils lancent comme ça. Ils contrôlent le territoire. À 5h du matin, ils sortent là-bas, ils plient. Ils tirent ça, ils mettent ça sur son véhicule, en train de rentrer comme un touriste. Ça se fait. Et qu'est-ce que l'ambassade des États-Unis nous dit? L'ambassade propose que les navires, donc les bateaux, les véhicules exploités par ou à l'époque, c'est-à-dire au moment de leur contrat, exclusivement pour le département de la défense des États-Unis, donc leurs bateaux et leurs véhicules. Le paragraphe continue et dit, puissent entrer, sortir et circuler librement sur le territoire de la République démocratique du Congo et que ces véhicules, qu'ils soient automoteurs, c'est-à-dire avec moteur, qu'ils soient remorqués par un autre véhicule, ne soient pas soumis au paiement des péages de transit. Partout où on paye les péages pour transiter, les Américains sont les maîtres du monde. Pas de péage. Il continue. Les navires américains, c'est-à-dire les bateaux, et les aéronefs. Aéronefs, c'est-à-dire tous les avions détenus et exploités par ou à l'époque, exclusivement pour le département de la défense des États-Unis d'Amérique, ne seront pas soumis au paiement des frais d'atterrissage. Un bateau américain peut accoster au port de Bukavu, de Goma, sur le lac Kivu, lac Tanganyika, ça ne paiera rien. Mais toi, tu ne peux jamais amener ton bateau congolais aux États-Unis sur l'eau, la surface aquatique américaine. Si tu ne paies rien, on t'arrête. Et tu ne peux jamais entrer en Amérique sans visa. D'abord, tu n'y entreras même pas. Ils contrôlent leurs frontières avec les armes et les technologies partout. Tu n'arriveras même pas. Mais eux ont fait signer à l'imbécile national, Alexis Tambwe Mwamba. C'est que Laurent Désiré Kabila disait, Alexis Tambwe Mwamba, hein, c'est un conglomérat d'aventuriers. Je donne raison à Laurent Désiré Kabila. Alors comprenez pourquoi Laurent Désiré Kabila ne désirait pas travailler avec certaines personnes. Il savait bien que ce sont les imbéciles. Si vous êtes entouré d'imbéciles, seul, il faut être fort. Ou bien, vous les aidez à monter, mais comme la masse nombreuse finira par vous tirer en bas, on va vous imbéciliser. Nous lisons. Les bateaux des Américains et les aéronefs. Aéronefs, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui vole. Ça peut être drone, ça peut être hélicoptère, ça peut être petit porteur, calboto, ça peut être libumundunda, ça peut être n'importe quoi. Ce qui peut voler, c'est ce qu'on appelle aéronef. On ne paye jamais de taxes. Ils disent, pas de frais, ça ne sera pas soumis aux frais, au paiement des frais d'atterrissage, de stationnement à l'aéroport ou bien dans votre port. Frais de pilotage, jamais. D'allègement et de droits de port
dans les installations détenues et exploitées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est le Congo, c'est-à-dire les engins, que ce soit les bateaux, les avions, les véhicules de ces militaires américains qui viennent au Congo. Partout ils vont se trouver, c'est au Congo. Il n'y a rien d'américain. Comme ce sont des étrangers, la loi du pays nous dit qu'ils doivent payer quelque chose. Les Américains viennent vous compliquer la situation militairement. Ils entrent chez vous, vous-même, les imbéciles nationaux, parmi lesquels Alexis Thambwe Mwamba, ont accepté. Ils entrent librement, ils ne payent rien. Ils sont en train d'utiliser leurs moyens de communication pour paralyser le Congo de l'intérieur. Vous comprenez pourquoi le Congo est paralysé de l'intérieur? Les Américains sont entrés chaque fois et sortent. Ils brûlent la communication. Ils interceptent votre communication pour envoyer ça aux Rwandais, aux Ougandais. Kagame vous contrôle avec l'aide des Américains qui sont présents sur votre terrain. Parce que vous-même, vous avez accepté tout moyen utilisé par les militaires américains, qu'on appelle dans leur jargon le personnel, ne sera pas contrôlé. Vous-même. Vous voyez le genre de politiciens que nous avons. Qu'est-ce que je disais? Bateau, avion, ça ne payera pas. Le frais d'atterrissage, de stationnement ou bien de port. Pas de frais de pilotage. Pas même. Donc, il faut allègement des droits de port, installation. Même, ça doit parquer dans les installations de la République démocratique du Congo gratuitement. Un camion américain doit rester chez vous, un avion américain des militaires. Ce sont les histoires des militaires. Partout, ils veulent stationner leurs bateaux, leurs drones, leurs avions, leur n'importe quoi qui bouge ou bien qu'on tire. Il ne faut pas leur demander, il y a quoi là-dedans? Non, vous avez signé vous-même. Un militaire congolais peut s'approcher. Eh, il y a quoi ici? Ndeko. Baba Nanya, Ezamindele. Bakart Nabino, Bouti wapi? Oh, nous venons de l'Ouganda, Boya. Ils ont leur moyen de communication. Ils téléphonent l'ambassade. L'ambassade téléphone le ministère des Affaires étrangères. Vous attendez, le militaire congolais est en train d'attendre. À un moment donné, un Alexis Thambwe Mwamba, ou bien son remplaçant, va le téléphoner. Hey, Boboliko, Atika Bango, ils sont en ordre. Ok, chef, à vos ordres. Bakota, Bakende. Qui vendent le Congo? Les politiciens congolais. Parfois, ils viennent et vous laissent leurs camions à la frontière, leurs bateaux, leurs engins qui sont bien couverts dans une histoire comme une citerne. Tu vois un militaire congolais en train de garder l'histoire des Américains. Parce que c'est écrit par Alexis Thambwe Mwamba que vous devez assurer la sécurité de tous les instruments sans même les contrôler, sans chercher à voir ce qui est dedans. Des Américains. Donc vous êtes en train de protéger ceux qui vous tuent. Qui ont fait entrer des engins néfastes dans votre pays. Dans la degré à Bozoba. Avec ça, je pose une question avant de continuer. Oh, on est en train de tuer sur le plateau de Bateke. Bateke na Baumbu, je ne sais pas. Dis, ils entrent tous les jours. Est, ouest, nord, sud du Congo est pénétré et pénétrable tous les jours. Qui a accepté ça? Thambwe Mwamba Alexis, qui a ouvert la route, et tous ceux qui suivent jusqu'à aujourd'hui. On continue. Donc, les militaires congolais doivent garder les choses des Américains, et les Américains doivent les stationner sur l'eau, sur l'aéroport, partout, dans les installations même du Congo, sans payer quoi que ce soit. Les avions détenus et exploités, à l'époque,
exclusivement pour le département de la défense des États-Unis, ne sont pas soumis au paiement de frais de navigation, de survol, de terminal dans un aéroport. Ça peut partir au terminal de votre aéroport, ça ne payera rien, ou autres frais similaires, lorsqu'il se trouve sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le département de la défense des États-Unis payera des frais raisonnables pour les services demandés et reçus à des tarifs non moins favorables que ceux payés par les forces armées de la République démocratique du Congo. S'ils veulent vous payer, ils doivent payer peu d'argent que les forces armées congolaises payent. Donc là où les forces armées du Congo, dans leur propre pays, pour demander un service, ils peuvent payer 100 $. Vous voyez un camion de Congolais qui arrive, qui va en guerre. Pour traverser un cours d'eau, il y a un bac. Ils disent, on peut vous donner 100 $, car c'est un bac qu'un monsieur du Kivu lui-même s'est débrouillé, il a monté là-bas. Comme les Kivusiens sont tellement ingénieux. Et ça, bac nanga, et ça, à Congo, et ça, à l'État, tout le monde paye. Moi, j'ai fait entrer l'argent, je paye les taxes. Les militaires arrivent là-bas. Bon, tu as traversé, et ça, bac nayo. Tu as payé 100 $, hein. Et ça, mouké. Les Congolais peuvent payer. Les forces armées congolaises doivent payer pour traverser ce cours d'eau. Les Américains ne doivent pas payer. Parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui a décidé comme ça, poussé par l'ambassadeur des États-Unis sur votre sol. S'ils veulent payer, eux-mêmes écrivent maintenant dans le paragraphe qui suit, ce sont des frais, des petits frais, selon leur volonté, qui sont souvent inférieurs aux frais payés par les forces armées du Congo. Les avions et les navires des Américains seront exemptés d'arraisonnement et d'inspection. Un appareil volant américain, un appareil de l'eau, appareil maritime américain, c'est-à-dire pour le personnel, et le personnel veut dire militaire. Si ça se parquait quelque part, au sol, un avion, sur l'eau, au port, un bateau, on dit ça doit être exempté. Ça ne doit pas être soumis. Être exempté, c'est-à-dire, ça ne doit pas être soumis à. À quoi? À l'arraisonnement ou bien à l'inspection. L'arraisonnement, c'est quoi? Eh, bateau, parqué là-bas. Les agents viennent. Vous allez où? Nous sommes en train d'aller ici. Vous venez d'où? C'est ça l'arraisonnement. Nous sommes en train de venir. Vous êtes au nombre de combien? Montrez-nous vos papiers d'identité. Vous montrez. Cet appareil doit prendre cette personne. Pourquoi vous êtes au nombre de 15? Hein? Donc, tout cet exercice qu'on fait, c'est ce qu'on appelle exercice de raisonnement quand il s'agit d'un bateau. Donc, au Congo, les Américains, ne regardez même pas. Laissez-les, c'est le personnel. Entre guillemets, c'est l'armée américaine. Pas même d'inspection. Tu ne peux même pas demander les papiers de cet engin pour savoir c'est enregistré où. Est-ce pour les forces armées américaines régulièrement ou bien c'est la mafia américaine qui vient avec les camouflages des Rambo et des commandes, mais le gouvernement américain n'est au courant de rien. Vous savez que c'est ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. La plupart des choses qu'on fait dans la région des Grands Lacs, je ne sais pas, je vous ai déjà parlé de ça. Je dis bien la plupart. Ce sont des histoires que le gouvernement américain ne sait pas. Ce sont les privés. Mais, quelques agents dans le gouvernement américain le savent. Ceux qui sortent. Donc ce sont des copes. Comprenez pourquoi l'Amérique a mis en place un système de travail avec des sociétés privées. Ils ont compris que nous allons commencer à faire trop de gaffes dans le monde. Nous allons commencer à voler, à piller, à détruire, à tuer, parfois en secret. Ce sont des jobs que le gouvernement américain ne peut pas faire.
car ça doit être redevable. Il y aura trop d'inspections, d'enquêtes, tout ça. Mais nous allons commencer à les faire en privé. C'est-à-dire un club de millionnaires américains, au nombre de 5, ont besoin de votre diamant en Bujimaï, par exemple. Ils veulent aller prendre ça par force. Ils s'organisent, ils amènent le personnel militaire, soi-disant américain. C'est là le problème. Ce ne sont pas des militaires réguliers de l'armée américaine, non. Ce sont des privés. Ils ont déjà fait le service militaire, soit en Amérique, il était dans la guerre d'Afghanistan, d'Irak, partout on les envoie. Maintenant, il est pensionné. Mais il est encore jeune. À la recherche de quoi? De l'argent et des aventures. Eux-mêmes se connaissent. De la même manière qu'ils se téléphonent dans les films. Quand vous voyez Rambo, Commando, on l'appelle. Commando, nous avons une mission là-bas pour aller au Nicaragua, Venezuela, ou bien... Vous connaissez? Commando est en train de manger avec sa fille, on l'appelle au téléphone. C'est-à-dire, c'est un militaire. Il a déjà servi dans l'armée américaine. Maintenant, il est retraité. Mais on peut l'appeler n'importe quand s'il veut. Il est tellement spécialiste dans le dépôt des bombes, masticage, tout ça. Ceux qui ont travaillé avec lui en Afghanistan, en Iran, en Irak, le connaissent. Selon le COP qui est sur la table, la mafia, elles disent, messieurs, je connais un certain Schwarzenegger, ou bien Sylvester Stallone. On était avec lui en Irak. Il connaît les histoires d'aller dans la jungle, de poser des bombes. Il est spécialiste. Ah, est-ce qu'on peut le voir? Attendez, je vais faire des recherches. C'est pourquoi vous voyez dans un film, Commando est en train de se servir le thé chez lui avec sa fille. Le téléphone sonne. Crrr, il va dans un coin. C'est quoi? John, encore toi. Vous êtes où maintenant? Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous êtes au nombre de combien? Ah, nous sommes une 60aine. Où c'est? Quelque part, on appelle Kivu. Le ministère de la Défense est au courant. Non, 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 non. C'est privé. Privé? Comment? Donc vous allez me faire tuer. Enfin, vous voulez que j'amène mon cul là-bas dans une histoire privée, là où il n'y a pas... et si je mourais, par exemple, qui va rester avec ma famille? Parce qu'on ne va pas me payer par le gouvernement. Le gouvernement... Écoutez, le gouvernement ne t'envoie pas. Donc, comment on doit peur d'aller dans une aventure qui est privée? On ne va pas payer sa famille. Le gouvernement américain va dire, on n'a pas envoyé Rambo ou bien Commando au Kivu. Il s'est retrouvé là-bas mort. C'est son aventure privée. Les vrais colonels d'Ambéré Rouge vont dire non, 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 non. On ne va pas indemniser sa famille. On ne va rien faire. Même l'enterrement. Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé. Et quand le gouvernement régulier ne t'envoie pas, comment est-ce qu'on appelle cette aventure-là? Le mercenariat. C'est-à-dire tu es un mercenaire. Le mercenariat coûte trop cher. Quand le gouvernement vous envoie, à supposer le gouvernement américain vous envoie dans une mission de guerre, on va vous traiter bien. Vous êtes blessé, tout ça, on vous donne l'argent. Vous rentrez chez vous, parce que c'est le gouvernement qui vous a envoyé, on prélève sur les taxes, on vous paye. Mais si c'est la mafia des millionnaires américains qui ont déjà corrompu beaucoup de gens au ministère, au ministère de l'Intérieur des États-Unis, ministère des Affaires étrangères. Souvent, c'est là où se passe la mafia. La mafia que l'Amérique fait en dehors des États-Unis se passe au niveau du ministère des Affaires étrangères américain. Hein? Qu'ils appellent State Department. Remarquez, tous les présidents américains ne donnent jamais ce poste à n'importe qui. C'est un poste qu'on donne à quelqu'un dont on a tellement confiance, en qui on a confiance. Car c'est par là que même le président américain va se faire des millions de dollars américains qui ne vont pas passer devant le système clair, national, contrôlé par le gouvernement américain. Donc si le président américain veut voler de l'or au Congo, il va le faire à travers celui qui est au département d'État. Donc son ministère des Affaires, son ministre des Affaires étrangères.
car c'est lui qui contrôle toutes les ambassades des États-Unis dans le monde. Et comprenez, cette mafia commence aux États-Unis avec le département d'État, qui est le ministère des Affaires étrangères. Attendez que je vous montre le sceau. Nous devons nous donner cours. Voilà, département d'État. Lisez ici. Department of State. C'est le département d'État. C'est le ministère des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. C'est ça le sceau. Toutes les guerres, justes, même injustes, les guerres connues par le gouvernement américain, inconnues par le gouvernement américain, le monsieur qui connaît tout, c'est le monsieur qu'on a nommé comme ministre des Affaires étrangères en Amérique, qu'on appelle le monsieur du département d'État. Car c'est lui qui commande tous les ambassadeurs américains à travers le monde. Comprenez pourquoi Mike Pompeo, quand Kabila voulait partir, c'est lui qui était en charge du département d'État. C'est Mike Pompeo qui collaborait avec Mike Hammer, qui était gouverneur, qui était ambassadeur des États-Unis au Congo à Kinshasa. Quand les élections se sont passées en faveur de Fayoulou, et que l'Amérique a vu en Fayoulou un homme responsable qui va protéger le Congo, il est un peu intellectuel. On a vu son casier judiciaire. Il est tellement clair. Il n'est pas bien pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. Nous voulons que quelqu'un qu'on va manipuler facilement, comme Laurent Désiré Kabila disait, ils veulent que le dirigeant du Congo soit tellement faible pour qu'il puisse venir prendre les carrés miniers. Kabila Laurent a déjà dit ça dans une vidéo. Mike Pompeo a pesé. Il a téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer. C'est pourquoi vous avez vu Mike Hammer faisait des tours. Mike Hammer s'est beaucoup mouillé dans la chemise. Il faisait des tours, il était avec Tshisekedi au Parlement, avec Tshisekedi, même pendant les réunions du gouvernement. Mike Hammer venait avec des militaires. J'espère que vous vous souvenez. Des militaires américains sont venus participer à la réunion du gouvernement au Congo. Ils se sont assis comme ça. Et ce sont ces militaires américains-là qui sont venus chasser qui? Ilunga Ilunkamba. Quand Ilunga Ilunkamba passait un certain nombre de mois, qui tirait jusqu'à faire une année, tout en bloquant Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi ne respectait pas leur deal de Kingakati, qui disait dans son article 2 que Tshisekedi, tu ne pourras rien faire toi-même. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut le faire en concertation avec Shina Rambo, Joseph Kabila. C'est pour cela que Kabila a laissé Ilunga Ilunkamba là-bas comme Premier ministre, avec les autres ministres bien rangés. C'était l'œuvre de Kabila. Le ministre était mis en place selon la convention. Et Tshisekedi ne pouvait pas résister. Car il était excité de devenir président en fin de compte. Ah, je serai président. Ce qui l'importait, lui, c'est la présidence. Kabila a miné tout. Et Tshisekedi maintenant s'est rendu compte par après qu'il avait des difficultés de prestation. Il avait des difficultés de travailler. Le premier bloqueur, c'était celui qui est en charge du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Les papas sorciers. Katangé. Quand nous vous disons la mafia katangaise, Banawa Congo, n'est pas Katangé. Tshisekedi a commencé maintenant à se rendre compte de la réalité. Après le moment de prestation serment, ce qu'on appelle en anglais, donc en français, l'excitation est finie. Après la fête, c'est la réalité maintenant. Il est descendu, boum. C'était un bourbier. Miteko na bwingi. Il n'a pas su par où commencer. Je vais développer comment, finir comment. C'est pour cela que Joseph Kabila venait le voir.
Ils se mettaient dans le salon de Tshisekedi, ils mangeaient ensemble, on les voyait. C'est la mafia congolaise. Tu sais que Kabila était calme. Tulielewana kama hakuna kitu utafanya mzee, kila kitu unapasha paka kukaa na mimi, tuongee na tuangalie namna tutagawanya vitu yote ya serikali. On traduisait ce que dit là-bas. Alobi, boyokana kina accord de Kingakati, ce que tel bien article de lobby, au kosa le lokomo côté, il faut bo fanda bo solo là. C'est ce qu'il dit, ne pouvait rien faire. Une année. Ce sont les Américains qui ont mis cette histoire. Et qui pouvaient venir régler cette situation de blocage. Les Américains eux-mêmes. À travers qui? L'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer. Qu'on avait laissé par qui? Mike Pompeo. C'est pour cela que vous avez vu Mike Hammer au four et au moulin. C'est Mike Hammer qui avait appelé Ilunkamba. Il l'a grondé comme un petit garçon. Ilunkamba, elle a demandé à Ilunkamba s'il avait démissionné. On l'a terrorisé par les mercenaires américains qui étaient déjà au Congo. La signature de Tambwe Mwamba. Elle a demandé à Ilunkamba, quand il est sorti de cette rencontre-là, avec Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis, il a grondé comme un petit garçon. C'est-à-dire, vous bloquez la marche de la République, tout en oubliant que ce sont les Américains qui ont dit à Kabila de ne pas donner le pouvoir à Fayoulou, mais de donner à Tshisekedi. Les conséquences, Tshisekedi était bloqué à un moment donné. Comme les Congolais n'y sont pour rien, ce sont des idiots, pilotés par une main extérieure. Il a fallu que la même main extérieure qui a créé la mafia électorale et le chaos politique et le blocage, il fallait que cette même main vienne. Et la main est venue d'où? De l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, avec un certain Mike Hammer. Comprenez pourquoi il y avait des militaires américains qui venaient des bérets verts. Tout le monde les a vus. Si vous ne saviez pas pourquoi ces militaires-là étaient là, c'était pour terroriser les kabylistes qui bloquaient le chemin à Tshisekedi. Dans une réunion, on a clairement dit à Ilunkamba, si tu n'évacues pas, tu connais ton sort. Démissionne. Ilunkamba est sorti en train de suer. Il a démissionné parce que l'Amérique lui a dit toka, takoua. Ainsi, Mike Hammer n'a rien caché. Il a accompagné Tshisekedi comme un bébé. Il était même dans les réunions du gouvernement, dont la présence des militaires américains et de Mike Hammer a rassuré Tshisekedi et ça fait la peur des kabylistes. Comprenez pourquoi tous les mafiosi kabylistes de FCC, le blocage, c'est-à-dire, FCC c'est quoi? Ce sont les mafiosi de Joseph Kabila. Donc le PPRD au milieu, le noyau c'est le PPRD. Donc, le système de Kabila, c'était quoi? Le PPRD, c'est un parti politique qui n'est pas tellement grand, qui aura des limites. Mais pour accentuer le chaos et le blocage, Kabila a payé l'argent à beaucoup de PPRDiens qui ont créé des partis politiques satellites. C'est pourquoi vous avez des ABC, DDD, DDD, FTE, ADR, toi, mingi mingi, toi, mafa. Kabila a lancé le système. C'est pour encercler Félix Tshisekedi, à qui il a donné un pouvoir empoisonné à Kingakati le 8 janvier 2019. Comprenez ça comme ça. Et quand Oncle Sam, à travers l'ambassadeur des États-Unis et les militaires qui s'étaient montrés, ils étaient obligés de se montrer en tenue militaire pour dire nous sommes prêts à vous fracasser la gueule maintenant. Ça crée la peur. Dans le camp des kabylistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Tshisekedi travailler. Ilunkamba a démissionné, c'est-à-dire son gouvernement est tombé. Il fallait que Tshisekedi maintenant mette son gouvernement. Et Mike Hammer était derrière, chaque fois en train de regarder. Il ne se cachait même pas. Il était chaque fois à la présidence de Tshisekedi, dans les ministères là-bas en train de se promener. Les Congolais. Vous vendez votre pays vous-même. Parce que vous avez Zoba. Vous-même, vous voulez... Ah, ce pays-là.
Bon, c'est ce qui se passe au Congo. Ainsi, par peur, je dis bien c'est par peur que tous les mafieux de FCC se sont retournés en union sacrée pour la nation. Par peur. Miibi, démissionnakate. Tous les voyous, les imbéciles, les kabylistes, ayant peur des tenus américains, les militaires américains qui commencent à entrer dans le jeu, tout le monde est devenu union sacrée pour la nation. Hein, ils sont, maintenant, au commencement, qu'est-ce qu'ils disaient? Moi, je suis kabyliste. Hein? Moi, si vous coupez même ici, vous allez voir le sang, ça va tomber, ça va écrire sur la terre Kabila. Moi, je suis Joseph Kabila. Cet homme est venu, il a rangé le Congo. Kabila, en tout cas, a rencontré le pays divisé. Kabila a amené la paix. Kabila a pacifié le pays. Kabila nous a donné une bonne vie. Moi, je suis kabyliste. Après 2 jours, Fachib, le même... Ils sont devenus Fachib, tout ça. Les animaux malades de la peste. Tshisekedi les a récupérés de la chambre A, là où ils avaient l'autocollant de FCC sur leur ventre, leur poitrine. Il les a fait passer dans la chambre B et tout le monde a enlevé seulement l'autocollant pour mettre Union sacrée pour la nation. Les mêmes personnes, les mêmes zombies, la même pourriture nationale. Avec ces gens-là, vous comptez construire le pays? Jamais. Jamais. Vous n'irez nulle part. Ce sont toujours des kabylistes. Et comprenez pourquoi vous avez même la crise jusqu'aujourd'hui. Tshisekedi a de la peine au Congo à former un gouvernement. Malgré les élections de mafia qui ont eu lieu récemment, le gouvernement, je ne sais pas si cette femme a déjà fait son gouvernement, selon ce qu'on m'a dit, elle a déjà fait. Oh les gouverneurs, oh les sénateurs, pourquoi est-ce que c'est difficile? Les Sénégalais ont fait leur histoire en 2 semaines, bah, tout est fini. Parce que c'est la mafia. Il y a beaucoup de renards, beaucoup de hyènes, beaucoup de vautours, beaucoup de lions sous la table, qui ne pensent pas à l'urgence nationale, qui ne pensent pas Congo, ils pensent à leur poche. On tue à Goma, ils en parlent sur les réseaux sociaux. Ils dépêchent Boloba, Boloba, au moins il va M23 aux côtes, mais c'est eux qui ont mis le M23 là-bas. C'est eux qui collaborent avec le M23. C'est eux qui ont signé des accords bidons pour que les Américains viennent, vous occupent de l'intérieur, vous paralysent et commencent à faire entrer les M23 Mwingie. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui répond aux ordres du ministère des Affaires étrangères en Amérique, qu'on appelle le département d'État, c'est par là où se fait la mafia américaine à l'extérieur des États-Unis. Elle s'organise pour que cette mafia ne soit pas connue publiquement. Aux États-Unis, on n'informe pas. On n'en parlera jamais à CNN. Toutes les télévisions, donc mainstream, comme les Américains appellent, les télévisions donc régulières n'en parleront pas. C'est une mafia bien camouflée. En échange, Mike Hammer utilise le poste d'ambassadeur des États-Unis pour faire la mafia en dehors des États-Unis. Et on ne va pas le punir. Parce que Mike Hammer fait partie du personnel de mafia qui a fait signer cet accord aux Congolais. Et l'Amérique vous a déjà dit, quoi que nous fassions chez vous, ne nous condamnez pas, ne nous jugez pas. Laissez-nous juger nos hommes. Vous savez la discipline que nous administrons aux militaires américains. Ce sont les plus disciplinés du monde. Quand l'Américain fait des gaffes, Congo, il ne faut rien faire. Il vient l'accuser chez nous. L'armée américaine est connue parmi les armées les plus disciplinées de la planète Terre. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba. Oui. Mais ils ne vont rien faire. Rien. Et je doute même si ces militaires américains étaient les militaires de l'armée régulière. C'est faux. C'était les contractants, les sous-traitants. Ils viennent en Amérique sur appel téléphonique des riches américains qui ont déjà corrompu le ministère des Affaires étrangères qui va jouer le jeu à l'extérieur des États-Unis. Là, c'est la brousse. Le Congo, c'est la brousse. Ça, c'est notre COP qui est en dehors des États. L'Amérique, c'est le monde civilisé.
En Amérique, on contrôle tout. On va savoir le mouvement de qui, tout ça. Mais quand on est en dehors des États-Unis, c'est là où nous mangeons. Bon, on va envoyer des mercenaires. Ils vont passer par l'Ouganda et le Rwanda pour aller terroriser un peu le gouvernement de Kabila. Donc, Ilunga Kamba qui ne veut pas laisser la place à un autre type que nous avons mis là-bas en mettant Fayulu de côté. Ils viendront. Amenez-nous. Mais faites tout pour que ça passe incognito. Nous allons le faire. Ce sont les mafiosi, les sous-traitants américains qui viennent en tenue américaine, paf, qui entrent au Congo comme ça. Où avez-vous déjà vu des militaires d'un pays étranger venir vous imposer quelque chose chez vous? Ça ne peut jamais se faire. C'est la mafia. Donc Mike Hammer a trempé dans la mafia. En échange de quoi? Vous laissez le territoire. Ils creusent, donc ils prennent vos richesses. Vous n'allez pas les contrôler, vous-même vous avez accepté. Les Américains quittent avec des sacs là où il y a de l'or, des diamants, beaucoup d'histoires. Ils vont au Rwanda, en Ouganda, là-bas, vacances, et puis ils partent aux États-Unis. Ils s'enrichissent à partir de l'ambassade des États-Unis au Congo chez vous et du ministère de l'Intérieur des Américains, qu'on appelle State Department, département d'État. C'est là où se fait la mafia. C'est à partir de là que le président américain peut devenir millionnaire. Il sait lui-même que j'ai mis mon homme là-bas, Mike Pompeo, pour envenimer, pour multiplier la guerre de Kivu. Le coltan qu'on va vendre, il y a un quota du président américain. Très bien. Si vous dites non, je vous ai déjà lu un livre de Bill Clinton. J'ai ça quelque part. L'argent de Clinton, hein, ça se trouve, vous êtes trop de livres ici. Si vous vous souvenez le livre que je vous ai montré, L'argent de Clinton. Quand vous lisez ce livre très bien, c'est là où j'ai compris le mécanisme de mafia qui se passe en dehors des États-Unis d'Amérique, qui commence par le ministère des Affaires étrangères et qui va à l'ambassade du pays là où ils veulent piller, voler et tuer. On se tait. Les gens de la Maison-Blanche savent que ce qu'ils sont en train de faire au Congo, c'est illégal. Mais ils bloquent l'information. Car au Congo, il y a de l'or, du diamant, il y a tout. Coltan, tout. Ainsi, au temps d'Hillary Clinton. Savez-vous pourquoi Barack Obama avait donné à Hillary Clinton rien que ce ministère-là? Vous savez pourquoi? Si vous ne le saviez pas, je vous explique. On recule un peu en arrière. Bill Clinton, quand il est parti, on a laissé à George Bush, fils. Il y a eu encore la guerre d'Irak. Car George Bush, fils, est venu faire quoi? Continuer l'œuvre de son père. Le papa de George W. Bush, c'est lui qui avait commencé la guerre d'Irak en 1991. Il n'a pas fini le job. Ça lui a coûté son poste. Il a fait seulement un mandat de 4 ans. Bill Clinton est sorti pour condamner la guerre d'Irak en accusant le président George Bush père que tu as les yeux tournés à l'extérieur pendant qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a une crise sociale qui commence à prendre de l'ampleur. Donc, Clinton est sorti avec une chemise carrelée et un blue jean pour commencer à faire le tour de l'Amérique et accuser George Bush père que c'était un mauvais président. Je n'étais pas encore sorti du Congo. Tout ce que je vous dis, moi je le connaissais à partir de Lubumbashi quand j'étais à l'école. Voyez le degré de connaissance que j'avais, je suivais tout. En 91, j'étais encore au Congo. J'ai voyagé, je suis allé même à Colosie en vacances. Je suivais ce dossier très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en Amérique? On avait tabassé un noir américain, un automobiliste américain, qui s'appelait je ne sais comment, en Californie, par des militaires, des policiers américains, qui l'avaient stoppé sur une autoroute. Le monsieur a stoppé, et comme c'est un noir, en matière de racisme, on a contrôlé,
ils n'ont pas trouvé de faute. Ils lui ont dit que tu conduis vite. Il s'est défendu, là, je ne conduis pas très vite sur l'autoroute ici. Laissez-moi partir. Ils ont refusé de le faire partir. Ils ont commencé à le rouer de coups. Pas sur l'autoroute. Donc, la haine de l'homme noir. Tous les policiers étaient blancs. L'homme tombait par terre, il se relevait. What did I do? On le tient comme ça. Donc, c'était sur une autoroute. Il pensait que personne ne voyait. Or, il y a un monsieur, un blanc, qui était perché sur le balcon de sa maison et qui était en train de regarder dans l'autoroute. Quand il a vu que l'affaire est devenue sérieuse, ce véhicule est encore là. Donc, c'est comme si ces gens sont en train de se chamailler. En 1991, il n'y avait pas les iPhones quand même. Il est allé prendre sa caméra là où on mettait les bandes, les VHS. Il a mis la bande à l'intérieur, il a fait comme ça. Il a commencé à filmer, à tirer la scène là-bas. Il a tout tiré. Il a vu comment les policiers américains étaient en train de tabasser ce noir. Il a fini, il a gardé ça dans sa maison. Tu vois comment Dieu inspire les gens. Cette histoire qui s'est passée là, ça allait coûter le poste de George Bush Baba, Bush père. C'était le procès le plus médiatisé des États-Unis de ce temps-là. L'homme noir était battu, il a gonflé le visage comme ça. Les Américains ont dit non, les Noirs américains. Ils ont commencé à brûler les stations de police dans toutes les États-Unis d'Amérique. À New York, on brûle. En Californie, on brûle. Ohio, on brûle. Colorado, on brûle. Les Noirs sortaient là-bas pour combattre les policiers à leur station de police. Et Bill Clinton a profité. Il y avait même des pillages comme au Congo. On a commencé à piller les magasins de Blancs. Hein? Les gens entrent avec des camionnettes dans un magasin. Bah, ils pillent. Donc, ils ont pillé sérieusement. 3 jours successifs. Il y avait la fumée dans des villes américaines. C'est ce qui a fait que Bill Clinton est sorti en chemise carrelée comme un cowboy et en blue jean. Il a commencé à tenir des discours pour condamner George Bush père, qui a les yeux tournés vers l'Irak en train de faire la guerre à Saddam Hussein qui venait donc d'attaquer le Koweït. Il a négligé la situation des Américains. Et Bill Clinton est devenu comme le sauveur. Moi, si vous m'élisez président de la République, je vais changer tout ça. Je condamne le comportement des policiers. On a commencé à juger. On enregistrait ça. C'était un procès direct. Les Américains suivaient ce procès directement à la télévision, en direct. La conclusion, c'était quoi? On n'a pas condamné ces policiers blancs. On n'a pas condamné ces policiers blancs, les juges racistes. Non. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et les Américains ont dit, jamais. Nous allons encore sortir pour brûler maintenant même les tribunaux. C'était un événement qui a changé l'histoire du monde. Cet automobiliste s'appelle comment? Attendez que je cherche son nom. Bon, comme moi j'ai fait des vidéos, c'est très nécessaire pour vous montrer comment un petit événement peut écouter la présidence et changer même le destin d'un pays. Tout est possible. Même là au Congo, on peut tabasser un maman au marché, à Kinshasa ou bien à Lubumbashi. Si vous savez capitaliser sur cet événement, vous pouvez changer votre gouvernement. Tunachoka, ilianza Musoko ya Kamalondo, Lubumbashi mjima na lamuka, Kinshasa na na lamuka, mnatucheza sana mwe. Kisangani na lamuka. Kuna shabana kimbi. On fait ça dans d'autres pays, mais ba Congolais batabapika banikala bote. Aigle, atuna yakufanya père. Batatua, bon, chateau me forcer mutoke, kama muna après moi mukade. Cet automobiliste s'appelait comment? Attendez que je cherche son nom. Il était devenu célèbre, il est mort dernièrement. Rodney King, voilà, c'était ça son nom. Rodney King.
Ce monsieur a changé le destin des États-Unis d'Amérique. En bref, le procès a commencé. Comme d'habitude, c'était le tribunal raciste américain. Ils ont épargné ces policiers blancs. Et pendant que le procès s'est déroulé, on voyait le cheminement du procès. C'était un procès raciste. On lavait les policiers là-bas. Oh, le conducteur du véhicule était ivre, il était impoli, les policiers ont tout dit. Ce monsieur-là, un jour, il est en train de regarder le procès. C'est lui. Ce blanc-là dit non. C'est que moi j'ai filmé avec ma petite caméra là-bas à VHS. Ce n'est pas ça. Mais les blancs mentent. Je suis blanc, mais ces blancs-là sont en train de mentir. Il montre à son enfant. Regarde, c'est ça la vérité. Son fils lui dit, papa, nous deviendrons riches. Comment? Va montrer ces images à l'avocat de Rodney King. On va nous payer. Et ils ont cherché l'avocat de Rodney King. Ils lui ont montré ces images là-bas. On a projeté ça à la télévision dans une chambre secrète. L'avocat a dit, give me 5. Tunawina procès. Et l'Amérique est sauvée. Au moment où on laissait la parole à tout le monde pour maintenant trancher l'affaire, les policiers blancs étaient contents que Tunawina comme d'habitude. On est arrivé à l'avocat de Rodney King, on lui a donné la parole. Monsieur l'avocat, vous avez un dernier mot. Il a parlé là-bas. Il a dit, excusez-moi. Mettez un peu l'écran là-bas. J'ai un film que je voudrais vous montrer. Il a mis là-bas, les cassettes là-bas qu'on mettait. Hein. Il a mis là-bas. On a commencé à projeter. Tout le monde s'est tenu à la tête au tribunal. C'est ça l'Amérique. Ce sont les policiers doux. Très bien entraînés. Le monsieur était impoli. Il était ivre. Ceci, cela. Et les policiers ont rendu service à la nation américaine. Nous payons les impôts pour que la justice... Les Américains sont sortis encore en cours de route. Bah, bah, bah. On a commencé à détruire les polices. On a brûlé les stations de police. Rodney King est sorti, il a gagné le procès. Le gouvernement américain lui a payé des millions. Et George Bush père est parti. Bill Clinton s'est montré comme le sauveur des Noirs américains. C'est ainsi qu'il est devenu président. Or, c'était Satan en question en 1992 pour aller maintenant créer le génocide du Rwanda. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc je ne vais pas montrer beaucoup d'histoires de Rodney King, ça va nous prendre trop de temps. Tout se passe au niveau de quoi? Le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères avec les ambassades des États-Unis. C'est là où la mafia se fait. Clinton est devenu président, il a fait le génocide du Rwanda, il a commis des gaffes, les élections sont venues, George W. dont le fils est venu. Le devoir de George Bush fils, qu'on appelle George W. pour le différencier de son père, car tous les deux sont de Bush. George Bush, c'est père. Pour le différencier de son fils, c'est pourquoi on met W. George W. Bush. Quand on dit W, il n'y a pas W, c'est le père. Maintenant, le fils est venu avec pour mission spéciale de finir le job de son père qu'il avait laissé en Irak. Comprenez pourquoi? En 1991, le père a attaqué l'Irak. En 2001, le fils a attaqué encore l'Irak, car le papa, son père lui avait laissé un carnet. Que je n'ai pas fini le job, mon fils. Nous devons aller voler ce pétrole-là. J'étais humilié. Maintenant que tu es président, parmi les premiers devoirs, va en Irak. Finir ce que papa a laissé. Tu vois comment la politique des Américains se fait. Il est allé finir le job de son père. C'est tout ce que vous connaissez. On a tué Saddam Hussein, Osama Bin Laden. Il fallait créer quelque chose pour avoir raison d'attaquer l'Irak. George Bush a fait tomber l'économie des États-Unis. C'est ce qui a fait que tous les Blancs qui ont créé maintenant un problème, le monde entier était dans une insécurité totale. Car il y avait maintenant des attentats partout avec World Trade Center de New York, tout ça. Les Blancs avaient peur.
Ils étaient les malvenus partout. C'est ce qui a fait que les Blancs américains ont compris que si nous continuons à aller en dehors du monde, nous les Blancs, on nous déteste maintenant partout. Pourquoi ne pas mettre un Noir? Soit disant que l'Amérique évolue pour calmer la situation. Ainsi, quand les gens du monde vont voir un Noir à la tête des États-Unis, ils vont oublier nos crimes du Moyen-Orient comme ça. Ils ont laissé un sénateur de l'Illinois, Chicago, trop jeune, Barack Hussein Obama, qui est sorti. Avant de sortir, on l'a appelé à une réunion de Californie, la réunion secrète. Tu ne peux jamais devenir président des États-Unis. Il faut qu'on t'appelle à cette réunion-là, parce que pour te baptiser, t'initier. Barack Obama était passé par là en secret. C'est après qu'il est devenu président. On a dit non, les Américains savaient déjà. Il est devenu président. Avant de devenir président, je vais vous montrer un fait. Il y avait les primaires. Barack Obama, démocrate. Hillary Clinton, démocrate. Ils se battaient pour occuper la place de candidat qui va rester en finale pour aller aux élections, représenter les démocrates. Or, tout le monde a été éliminé à l'exception de Barack Obama et de la femme de Bill Clinton. La femme de Bill Clinton s'est levée pour aller finir la mission de son mari en Afrique centrale. Ouganda, Rwanda et Congo. C'est pour cela que Hillary Clinton a résisté. Mon mari a commencé le job. Il a créé le génocide du Rwanda. Nous nous sommes enrichis. Nous avons de l'argent. Mais c'est comme si l'argent commence maintenant à finir. Nous devons rentrer dans la région des Grands Lacs, supporter Kagame et Museveni encore. Comme mon mari ne peut plus devenir président des États-Unis, il a fini tous ses 2 mandats. Moi, Hillary Clinton, je veux rentrer. C'est pourquoi Hillary Clinton a refusé de laisser. Barack Obama le battait partout, partout, partout. On disait à Hillary Clinton de laisser, elle disait niet. Takufa pakapa. Chita macha Obama ta. Obama rigolait chaque fois. Les gens disaient Hillary, umacha Obama est candidat ou démocrate. Tikela Obama qui candidat est un démocrate. Les républicains avaient déjà fini leur concours interne. Ils avaient déjà produit leur candidat. C'était John McCain, un vieillard comme ça, avec sa colistière Sarah Palin. Maintenant, on attendait chez les démocrates. Finissez votre jeu pour nous présenter votre candidat aux élections des États-Unis qui vont avoir lieu dans quelques mois. Barack Obama gagnait tout, mais Hillary ne voulait pas laisser. Quand elle pense au Congo, Rwanda, Ouganda, coltan, or, diamant, cassiterite. Oh, non, I'm not going to stop. Il fallait qu'on appelle Barack Obama et Hillary Clinton. Dans une maison là-bas, à Delaware, près de Washington, D.C. On a annoncé ça après la rencontre. C'était une rencontre secrète pour calmer Hillary Clinton afin qu'elle puisse laisser Barack Obama, qui est le favori, pour confronter McCain. Hillary refusait. Il a fallu qu'on la calme. Il fallait qu'il fasse quoi? Un accord. Dans une maison d'une femme là-bas, respectable, dont son mari est membre puissant du Parti des démocrates. C'est là où ils se sont rencontrés en dehors des caméras pour donc faire un deal. Il a accepté. Je vais te laisser être candidat. En retour, qu'est-ce que tu vas me donner? Barack Obama avait peur, connaissant la puissance des Clinton. Les Clinton sont parmi les familles les plus puissantes de la planète Terre. Tu gagnes les élections en tant que noir. Barack Obama, tu es la présidente des États-Unis, tu seras toujours entouré de la machine des Blancs. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues, tu ne vas pas bien travailler. Et surtout, si tu es ennemi des Clinton. Car les Clinton connaissent les entrées et les sorties de la mafia internationale. Ce sont les fondateurs, les créateurs du génocide du Rwanda. Donc, ils connaissent très bien la mafia internationale. Et Barack Obama avait peur. Je ne peux pas prendre
Si je prends Hillary Clinton comme vice-présidente des États-Unis, c'est-à-dire moi je vais m'effacer, moi Barack Obama, c'est Hillary qui va gérer le pays à ma place. Ça sera encore les Clinton qui vont revenir. Et Barack Obama avait peur. Non, les Clinton sont tellement puissants, Hillary a un mauvais comportement. C'est une femme impolie, elle va commencer à me dicter certaines histoires. Donc moi je vais m'effacer. Et les conseillers d'Obama ont dit non, il ne faut pas laisser cette femme devenir ta colistière pour aller aux élections en tant que vice-présidente. Ça serait une présidence à la Clinton, une présidence clintonienne. Obama a dit, je comprends, qu'est-ce qu'il faut faire? Parle Hillary, qu'est-ce qu'il y a au cœur? Et Hillary a dit quelque chose qu'on a révélé par après. Elle s'est beaucoup endettée. Elle comptait devenir la prochaine présidente des États-Unis pour finir leur dette. Tu vois, l'argent du sang. Malgré tout ce qu'ils sont en train de payer, il s'est fait que la famille Clinton avait des problèmes d'argent. Et Clinton soutenait Hillary pour qu'elle devienne la prochaine présidente des États-Unis pour aller encore en Afrique centrale, à travers le Rwanda et l'Ouganda, pour piller au Congo. En mettant qui? Un ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez ce poste-là? Le département d'État qui va collaborer avec l'ambassadeur des États-Unis au Congo pour voler afin qu'Hillary finisse ses dettes. Mais le destin a tourné que Hillary n'a pas de chance d'être la candidate des démocrates. C'est vous allez refuser. Elle exigeait un deal. J'ai trop de dettes. Comment est-ce que je vais payer ces dettes? C'est Obama qui va gagner tout. Puisqu'aux États-Unis, si tu gagnes les primaires, on va te retourner tout l'argent que tu as dépensé pour les campagnes. Si tu gagnes maintenant la présidence, on te retourne tout. Si tu échoues, tu perds. Et Hillary se voit déjà perdante devant Obama. Ils ont fait un deal. Obama a dit, je vais prendre soin de toi. Je vais voir comment t'aider à payer tes dettes. Car je me suis endetté pour faire cette campagne qui m'a coûté. Obama a dit, pas de problème. Ils ont signé un deal. Si tu deviens président, ne m'oublie pas. Aide-moi à payer toutes mes dettes, sinon c'est la fin de Clinton. Obama a dit, je ne veux pas t'oublier. Comprenez pourquoi M. Barack Obama, par la main du destin, est devenu le prochain président des États-Unis d'Amérique. Il n'a pas oublié Hillary Clinton. Il a fait d'Hillary Clinton la secrétaire d'État. Hillary Clinton a occupé ce poste stratégique de pillage du monde. Department of State. Hillary Clinton est devenue ministre des Affaires étrangères ou bien secrétaire d'État parce qu'elle travaille au département d'État, State Department. Je te donne cette position stratégique, Hillary Clinton. C'est comme pour dire quoi? Pour que tu puisses avoir accès à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, c'est le monde sauvage, c'est le monde qui n'est pas civilisé, c'est là où tous les coups sont permis. Aux États-Unis, tu ne peux pas voler si je te mets secrétaire. Parce que les ministres aux États-Unis, on ne les appelle pas ministres dans un gouvernement. Tous sont des secrétaires. Secrétaire 2, secrétaire 2, secrétaire 2. Quand on te dit secrétaire d'État, c'est toi qui représentes l'État américain en dehors des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, on t'ouvre le monde sauvage, le monde des injustices, le monde des mafias, le monde des tueries, le monde des pillages, le monde des vols. Vous comprenez maintenant pourquoi Barack Obama a donné ce poste à Hillary. Et Hillary est venue même au Congo chanter et danser au Kivu là-bas avec les mamans. Elle est allée voir Kagame. Kagame a dit, Chaude, maintenant c'est la femme de mon mentor qui arrive. Et quand vous lisez l'argent de Clinton, vous allez comprendre, Hillary est allé encore sur le Congo. Barack Obama savait tout. Il a fermé les yeux. Parce que c'est un deal. Les Clinton sont revenus en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, à travers Maman Clinton, Hillary. Hillary voulait payer ses dettes. Elle va vendre quoi? Elle va faire quelle sorte de business pour finir ses dettes qui s'élevaient à millions de dollars américains? Mutombo di Kembe, Yaka, Mwana Nangai. Osa Congolais,
j'ai envie de voler de l'or, des tonnes et des tonnes d'or au Congo pour payer mes dettes afin de me stabiliser économiquement et voler d'autres histoires en plus. Le Congo, c'est un monde sauvage. Comprenez pourquoi Hillary Clinton a encouragé l'M23 encore. Obama était là, président. Il voulait finir cette guerre. Obama avait signé un décret pour interdire la vente des minéraux de sang dans le monde. Mais les Clinton ont poussé. Pourquoi tu signes cette histoire? Ça va nous empêcher de gagner l'argent. Alors, en bref, Hillary est revenu au Congo. Hillary est allé chez Kagame. Barack Obama leur a laissé, comment est-ce qu'ils appellent eux-mêmes? Un temps qu'on te laisse. Faites vos affaires rapidement. C'est ainsi Mutombo Dikembe était le fils chéri d'Hillary Clinton. Ils ont posté là-bas Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda est en communication avec la famille Clinton à travers qui? Paul Kagame. Bosco Ntaganda n'a rien de Congolais. Ce n'est même pas Monyamulenge, c'est un Rwandais tout fait. Né, grandi au Rwanda. Il ne connaissait rien du Congo, à part les titres que Joseph Kabila leur a donnés au Congo. C'est ainsi qu'on a parlé de 4,5 tonnes d'or. 4 tonnes d'or. C'était sorti. On a beaucoup volé. Donc les M23, c'est ceux qui aident les politiciens américains véreux dans le système de mafia qu'ils font à l'extérieur du Congo. Et le président américain a un pourcentage chaque fois. Tout ce qu'on faisait là, ou bien tout ce qu'on est en train de faire au Congo par Yoweri Museveni de l'Ouganda avec les ADF Nalu, Paul Kagame qui entraîne tout ça. Quand ils volent au Congo, pourquoi le président américain Joe Biden, qui a l'air d'être un papa sage, ne dit rien? C'est comme ça qu'il devient millionnaire lui aussi. On vole. Il sait très bien qu'on est en train de tuer au Congo, mais je suis vieux. Je vais laisser une fortune à ma famille. C'est Kagame. Tous les mafiosi sont maintenant à Kigali. Le personnel qui entre au Congo pour regarder, quadriller votre pays, voir où sont les mines, comment nous allons exiger au gouvernement congolais. Si les rebelles ougandais, donc les mercenaires rwandais entrent, nous avons déjà fait le tour du Congo, nous connaissons là où se trouvent les mines qui produisent, nous nous promenons librement au Congo. Comprenez pourquoi ils font d'abord signer un accord imbécile à vos dirigeants imbéciles qui ouvrent déjà la porte. Et ces Américains des forces armées qui viennent en dehors des États-Unis pour aller au Congo. C'est là où chaque politicien met ses agents. Moi, de me servir, ma petit. L'Amérique ferme les yeux. Le président Joe Biden est toujours là-bas. Au Congo, America's gonna do all its best to see how to bring peace in the Congo. L'Amérique va faire de son mieux pour voir comment amener la paix au Congo. Entre-temps, on verse beaucoup d'argent dans ses comptes. C'est ça le problème. Et c'est ça même le combat qu'il y a eu entre Joe Biden, qui était vice-président de Barack Obama, avec notre ami Donald Trump. Ce qu'ils sont en train de faire au Congo, la famille de Biden le faisait déjà ici, là où il y a la guerre, avec Poutine. C'est où? Le cerveau brûle, hein? En Ukraine. Le fils de Joe Biden est allé ouvrir une société mensongère, soi-disant société de pétrole. Il touchait 10 millions de dollars américains bruts chaque mois. Et Barack Obama, président, le savait, il a laissé l'Ukraine dans les mains de la famille Biden, vice-président. Ils se servaient. Ils amenaient leur technologie de pointe pour les placer en Ukraine, afin d'attaquer la Russie. La façon dont on est en train d'attaquer le Congo, ce n'était pas la même façon qu'ils devaient attaquer la Russie, non. Ils savent que la Russie, c'est une grande puissance. On ne peut jamais amener des petits militaires. Les M23 viennent, mais la Russie va les écraser. La nouvelle méthode, la stratégie qu'ils ont mise en place pour attaquer la Russie, c'était la technologie de pointe électronique. Ils ont amené beaucoup de centres de fabrication de drones.
Des petites histoires là de rien du tout qu'on peut amener pour faire exploser les histoires en Russie. Faire entrer des espions. Et aussi, ils ont fait recours à quoi? À des armes, comment est-ce qu'on appelle? Des armes biologiques. Comme comme Ebola, Covid-19. Donc, allez mettre un produit dans votre système de filtration d'eau seulement en Russie. Ils peuvent déposer ça. Vous n'êtes au courant de rien. Si vous ne surveillez pas vos... Comment est-ce qu'on appelle? Si vous ne surveillez pas vos quoi? Il y a un terme qu'on utilise en politique. Il y a un terme. C'est comme au Congo. On peut empoisonner les Congolais facilement. Vous ne contrôlez pas votre eau de la régie des eaux. Comprenez pourquoi dans d'autres pays, on ne laisse jamais l'électricité, la régie des eaux, dans les mains des étrangers. Comme vous au Congo, vous donnez ça à un Libanais, à un Belge, tout ça. On vous empoisonne. On met des produits là-bas pour vous créer le cancer. Même du caca. Vous ouvrez de l'eau comme ça, du caca. Mais le monsieur de la régie des eaux n'est pas congolais. Il fait partie du système de guerre. Il peut mettre un peu de dose d'armes, comment est-ce qu'on appelle? Les armes biologiques. Un petit poison qu'il met là-bas, je ne sais pas combien de pourcents, dans l'eau de régie des eaux. Quand vous buvez là-bas, vous êtes malade, fatigué, on crée une maladie au Congo, Ebola, diarrhée, on vous finit. Les Rwandais vous tuent par les armes, le monsieur de régie des eaux aussi peut mettre quelque chose. Vous ne contrôlez rien. On vous fait la guerre de toutes les manières. C'est pourquoi il faut avoir des dirigeants clairvoyants. Dans les installations stratégiques, voilà ce que je voulais dire. On ne les laisse jamais dans les mains des étrangers. Mais au Congo, tout est dans les mains des étrangers. Et vous vous dites pourquoi vous ne foutez rien, le pays n'avance pas. Vous ne contrôlez rien. Vous-même, vous avez accepté, en échange de la victoire de ton frère, faites-moi président, c'est fini. Les Américains rigolent. Tu veux devenir président la nuit? Ouais. Tu vas signer les accords, tu signes tout ça, même lire. Maintenant, tu ne fais rien. Toi-même, tu l'as voulu. C'est comme ça qu'on se paye. Hillary a fini toutes ses dettes. Et Barack Obama a fermé les yeux devant le M23 qui est arrivé jusqu'à Goma à un moment donné. Quand ils ont fini, Hillary a fini donc de voler. Barack Obama, c'est lui qui a dit au M23 de rentrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le M23 était arrivé à Goma. Ils ont fait même des meetings. Barack Obama a téléphoné Kagame. Directement au téléphone. Paul Kagame, tell M23 to withdraw from Congo fast. Dit au M23 de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Paul Kagame voulait, non, on ne négocie pas. Barack Obama a déposé le téléphone. Et les M23 eux-mêmes, le lendemain, sont rentrés. D'où ils sont venus. Ce n'est pas une armée régulière, c'est un mercenariat de mafia qu'on utilise par les pays du monde, l'Amérique et le Rwanda. Ils vous connaissent que vous êtes tellement idiots et faibles, vous les politiciens congolais. Chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ils activent le M23, c'est pour vous déstabiliser, voler et tout ça. Et la lecture nous dit, l'ambassade des États-Unis propose également que le ministère de la Défense des États-Unis puisse conclure des contrats pour tout matériel, fourniture, équipement et services, y compris la construction. Je continue. On a parlé des avions et des bateaux qui peuvent accoster ou bien atterrir chez vous au Congo sans payer quoi que ce soit. Les militaires américains avec leur équipage peuvent donc le trimballer d'un point à un autre de la République démocratique du Congo sans être contrôlés, sans payer même les taxes, péage, tout ça. Au cas où ils peuvent payer quelque chose, ça doit être une somme modique. En dessous même de la somme que les forces armées zaïrois et congolaises, les responsables du pays payent. Si les Congolais payent $100 sur un bac privé, les Américains vont payer $20 ou bien 30 pour passer. Ils exigent même au gouvernement congolais d'amener les militaires congolais pour qu'ils puissent garder les biens que l'armée américaine installe dans votre pays. C'est comme les militaires congolais, ils sont en train de garder les armes qui sont en train de les déstabiliser ou bien de les tuer tous les jours.
Tout ça pourquoi? Parce qu'on a une classe politique des imbéciles, en la personne de Alexis Tambwe Mwamba, qui a signé cette histoire. Et le paragraphe suivant nous dit, l'ambassade des États-Unis d'Amérique propose également que le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique puisse conclure des contrats pour tout le matériel, fourniture, équipement et services, y compris la construction, à fournir et entreprendre en RDC sans restriction quant au choix de l'entrepreneur. Les Américains peuvent venir au Congo, leur armée. Ils ont besoin de construire quelque chose qui va aider les Américains. Ce n'est pas pour vous, c'est pour eux. Et de ce fait, ils auront besoin d'un entrepreneur qui va construire ce bâtiment ou bien cette base militaire là-bas. C'est dans votre pays, hein? Toutes les bases militaires que les Américains construisent, c'est leur matériel. Ils amènent leurs entrepreneurs qui font le travail dans votre pays. Vous savez ça? Aucun Congolais ne doit toucher au matériel, c'est secret défense. Ils construisent une base militaire chez vous. Donc, même les ministres congolais ne visiteront jamais cette base. Ils ne sauront jamais. Cette base est composée de quoi? Il y a combien de caves à l'intérieur? Il y a combien de conduits secrets? Ils ne sauront rien. Tu peux entrer par le nord, sortir par comment? Et les Américains ont amené quoi? Il y a des bombes à l'intérieur, ils ont laissé quoi? Non. Les dirigeants africains en majorité et congolais qu'on appelle ces imbéciles qui nous gouvernent, ils signent ces histoires. Et le plus grand imbécile du moment qui a signé cet accord, c'est Alexis Tambwe Mwamba. Donc les Américains écrivent noir sur blanc qu'au cas où nous voulons construire quelque chose chez vous au Congo, nous allons amener nos fournitures, notre matériel et beaucoup d'équipements, même les services. C'est-à-dire, ça sera exécuté par un entrepreneur, un fournisseur de matériel. Et la personne qui va fournir ce matériel et ces fournitures, ces équipements, ces services, notre choix. Ça ne viendra pas du Congo. C'est-à-dire, vous avez déjà laissé le Congo aux mains de l'armée américaine.